quelle pourrait être la différence ou les conséquences aujourd'hui quand on sait que le contexte géopolitique également est différent? Le contexte géopolitique, évidemment, l'est. Mais attention, sur la France-Afrique, il n'y a pas il y a pas de changements fondamentaux. Okay. Il reste que nous, les Africains, ne devons même pas rentrer dans ce débat. D'évaluation, pas d'évaluation, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse en ce moment, ce serait de dire, on sort quand? C'est tout. Quel est ce temps? On ne doit pas discuter de ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous commencez à discuter de l'absurde, quelque chose qui vous gêne. Sauf que ce n'est pas le peuple, ce sont les dirigeants qui vont se réunir à Yaoundé. Qui vous dit que d'ici le 16, le peuple ne peut pas les chasser? Le peuple peut s'organiser et dire aux dirigeants, vous partez. Le peuple peut aussi dire aux dirigeants, attention, le 16 là, parlez de tout sauf de certaines choses. Parce que, et en même temps, si vous êtes dirigeant, mais vous n'êtes pas dirigeant du vent, vous êtes dirigeant des peuples, pas dirigeant du vent. Donc, si les dirigeants écoutent, ils vont se dire, et puis moi je vois trois présidents qui sont là, président Obiang, président Sassou, président Biya, vraiment, quel sera leur héritage? Moi, c'est des choses quand même, des questions que je me pose souvent. Hein. Quel sera leur héritage? Est-ce qu'ils y pensent parfois? Et à un moment donné, je crois qu'à leur âge et compte tenu de leur parcours, ils doivent pouvoir dire, écoutez, nous avons tout eu de la vie. Vraiment, nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Je crois que c'est des questions qui doivent quand même se poser. Même si tout à l'heure, là, ici, soulevait la question de la volonté politique. Mais oui, c'est ça, cette volonté politique qu'on n'a pas. La volonté politique chez nous ne peut pas passer par 4 chemins. La volonté politique, vous sortez de la France-Afrique. Et l'élément majeur de la France-Afrique, c'est le franc CFA. C'est tout. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de politique agricole. Oui. Au Cameroun, il y a, je crois, 19 ou 20 banques. Il y a une seule banque qui a annoncé qu'elle va ouvrir un guichet d'agribusiness. Annoncé. Une seule banque, et c'est l'une des plus petites. Elle a annoncé, je ne sais pas si ça va se faire, mais elle a annoncé. Donc vous avez des banques qui sont là, qui ne financent pas l'agriculture. Mais c'est tout à fait normal, si vous ne financez pas l'agriculture, que les autres font. Par contre, quel est l'un des problèmes, quelle est l'une des lignes de financement les plus importantes de l'Union européenne? C'est la politique agricole commune. Pourquoi? Mais parce qu'il faut manger. Mais c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est que vous avez des besoins fondamentaux. Manger, se nourrir, se soigner, se loger, se vêtir, s'éduquer. Oui. C'est ça les lignes. Et quand vous regardez la structure du budget de tous les pays européens et de l'Union européenne, c'est ça les postes les plus importants. Ici, chez nous, c'est pas ça. Ici, chez nous, on va faire les importations. C'est-à-dire que les gens prennent des milliers de milliards dans un pays comme le Cameroun, autour, seulement pour se nourrir autour de 2000 milliards là, en moyenne au cours des 10 dernières années. Donc, on prend l'équivalent de 3 milliards de dollars, on le donne à l'extérieur, alors qu'il nous faut à peine 1 milliard de dollars pour assurer la sécurité alimentaire à notre peuple. Donc, voilà les choses qu'on fait. On n'a pas de politique agricole. Vous parliez de fabriquer des milliardaires et des millionnaires, mais vous ne pouvez pas fabriquer des milliardaires et des millionnaires si vous ne savez pas comment on gagne l'argent. Quand vous regardez la structure de nos budgets, comment on peut fabriquer des milliardaires avec ça? Et je pense que compte tenu de nos traditions, l'objectif chez nous prioritaire n'est pas de fabriquer des milliardaires et des millionnaires, mais de laisser la possibilité qu'il y en ait. Sauf qu'il faut qu'on aille prioritairement dans le sens de faire de nos États des États entrepreneurs. Je parle de capitaine d'industrie, lorsque je parle de fabriquer des milliards... J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous parliez des entreprises privées. Oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une entreprise privée, c'est pas ex nihilo. Tout à fait. C'est pas aérien. Il faut qu'il y ait une base. Tout à fait. Et cette base-là, c'est la base que l'État crée. Quand vous fabriquez des montres, quand vous fabriquez de l'eau en Chine, vous fabriquez cette bouteille d'eau en Chine, vous n'avez pas besoin de savoir d'où vient la matière première pour fabriquer cette bouteille. L'État s'assure qu'en bas, il y ait des industries publiques qui vous fournissent tout ça. Votre rôle, c'est embouteiller de l'eau. Comment vous allez faire concurrence à un type comme ça? Il faut que nos États soient des États entrepreneurs, que nous puissions construire. Et tout à l'heure, vous avez vu les moyens que j'ai proposés qui permettraient à l'État d'investir. Si vous avez la possibilité, grâce à la propriété de la terre, de lever 1000 milliards dans un pays comme le Cameroun, qui sont là, ils n'arrivent pas à savoir. Cette année encore, ils se plaignent.
que la situation est difficile, mais pour le nouveau budget là, le budget de fonctionnement a encore explosé. Voilà. Donc, enfin, vous voyez les contradictions dans lesquelles nous sommes. Mais si vous dites que la situation économique est difficile, vous faites quoi? Vous réduisez le train de vie de l'État. Sinon, ils font exploser. Oui. C'est qui a tué on raconte tout. Non, eux, ils font exploser ça. Et vous vous demandez, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment une situation économique difficile où les gars... Peut-être parce que l'État veut supporter aussi certaines charges sociales. Oui. Vous en avez vu dans ce budget? Vous avez vu des charges sociales dans ce budget? Vous avez vu dans ce budget quelque part, par exemple, que les enfants, qu'on ne va plus payer l'école? Vous avez vu dans ce budget que les fournitures scolaires seront prises en charge par l'État. Vous avez vu que l'accès, que les hôpitaux seront gratuits. Vous avez vu dans ce budget que même seulement les fous, on va pouvoir les rassembler et les prendre en charge. Vous avez vu dans ce budget, madame, mais la CEMAC, mais vraiment c'est une catastrophe. Vous avez vu dans ce budget-là que les serviettes hygiéniques de nos femmes, nos États vont même en prendre soin. Vous avez vu des choses comme ça. Quels sont même ces pays où même l'intimité de leurs femmes, qu'ils aiment beaucoup les femmes là, ils n'arrivent même pas à en prendre soin. Mais quels sont ces pays-là? Vous avez vu dans ce budget-là que, on a décidé que toutes les couches défavorisées de la population, on va leur donner une paire de chaussures. Est-ce qu'il y a une seule usine qui fabrique les chaussures dans cette sous-région? Mais comment vous pouvez avoir 100 millions d'habitants? Vous n'avez même pas une usine qui fabrique les chaussures. Comment vous expliquez ça? Une parenthèse. Les chaises en plastique que nous aimons là, c'est une famille chinoise qui les fabrique au Cameroun. Hein. Vous n'avez pas l'information. Non, mais ça on sait. Mais enfin, je veux dire que vous avez un gros problème dans ce pays, dans nos pays. C'est-à-dire que vous regardez, vous dites, mais justement, les charges sociales sont importantes. Ouais. Mais ces charges sociales, quand vous lisez, parcourez nos budgets, c'est où? Vous avez vu là que désormais, quand même, quand nos femmes veulent nous donner des enfants, je parle des femmes mariées par exemple, est-ce que, parce qu'on va dire qu'il ne faut pas encourager les jeunes filles à aller porter des grossesses, disons donc les femmes mariées, est-ce qu'on a dit que les femmes mariées, quand elles vont aller accoucher, nous devons les encourager en nous assurant que les accouchements sont gratuits? Vous avez vu des choses, c'est-à-dire que des choses qui ont du sens. Non, vous avez vu dans ce budget qu'il y a plein de missions, il y a plein de voitures à acheter, il y a beaucoup d'aménagements de bureaux. Bien les logements sociaux. Vous avez vu qu'on va construire des logements sociaux dans lesquels tous nos benskinners, toutes les mamans qui vendent au bord de la route, là, on va pouvoir quand même leur donner un logement décent. Mais là, on parle des dirigeants. Tout à l'heure, Anatole ici a interpeller comme ça en passant l'opposition. On sait qu'on a également des personnes qui représentent le peuple au niveau de nos différentes assemblées nationales, mais on n'a pas souvent l'impression que même à ce niveau, cela pose quand même les véritables problèmes. On a vu dernièrement au niveau du Cameroun, l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'on parle d'autre chose que l'essentiel même, les véritables problèmes. Madame Siké, vous connaissez très bien la France-Afrique. Vous avez l'impression qu'il y a un seul type qui est élu dans nos pays, là, qui n'est pas de là. En dehors, peut-être, ça veut dire que vous essayez d'enlever un peu le Centrafrique. C'est un cas un peu différent. Quand vous prenez tous les autres pays, là, vous avez l'impression que si vous êtes vraiment opposé à la France-Afrique, vous pouvez avoir même un poste de conseiller municipal. C'est très difficile. Vous avez un petit pourcentage là, mais l'Assemblée s'est filtrée. Il y a peut-être des conseillers municipaux, passe encore, c'est des petits trucs qui sont loin. Mais l'Assemblée, là, c'est le cœur du pouvoir, là. Vous avez l'impression que c'est facile, peut-être vous êtes opposé à la France-Afrique d'entrer là-bas. Vous savez qu'il n'y a aucun sénateur dans un pays comme le Cameroun qui est contre la France-Afrique. Il n'y en a pas un seul. Si vous regardez les députés là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul, même ceux qui bavardent beaucoup là. Pourquoi? Mais tous vivent de ça. En fait, laissez le bavardage des gens. Regardez leur vie quotidienne. Ils vivent de quoi? De quoi vivent-ils? Mais ils vivent justement des prébendes de la France-Afrique. Ils sont toujours dans des missions là de la francophonie. Ils sont toujours là ils sont bien contents. Hein. Ils sont bien contents que les États là, qui sont dans le néocolonialisme là, que ces États là leur donnent des avantages. Quand vous écoutez d'ailleurs la plupart, tout leur débat c'est les avantages pour eux. Vous ne les entendez pas dire que est-ce que les serviettes hygiéniques de nos femmes dans un pays comme le Cameroun, on a du coton. Est-ce que nous pouvons prendre ce coton pour fabriquer les serviettes hygiéniques de nos femmes et leur éviter les cancers du col de l'utérus, leur éviter les mycoses, tous ces champignons, tous les problèmes gynécologiques que nos femmes ont, qui viennent pour la plupart, et ça je le tiens, des médecins,
qui viennent pour la plupart de la mauvaise des serviettes hygiéniques, la mauvaise qualité des serviettes hygiéniques. 90% des serviettes hygiéniques dans nos pays, en tout cas au Cameroun au moins, c'est fait avec du papier journal et avec du plastique. Avec ça, vous attendez à ce que les femmes soient en bonne santé? En fait, mais les gens qui dirigent nos pays vivent où? Est-ce qu'ils ont des familles? Est-ce que ces gens-là, ils parlent avec des gens au quartier? Est-ce qu'ils ont vécu ici? Est-ce que c'est des êtres humains normaux? Ils ont des conseils techniques. Ils ont des... J'aime ici quand il dit les choses comme ça, il est très drôle. Bon, vous parlez de la filière banane. Mais les Camerounais, ils ne sont pas contre la banane. Qu'importe qui vient faire la banane. Mais il faut que les propriétaires des terres aient 20 à 35%, c'est tout. Après, faites votre banane, faites comme vous voulez. Bon, vous connaissez le procès pour les rickings, n'est-ce pas? Non, justement, c'est pour ça que je vous parle tel que je vous parle là. C'est-à-dire que faites votre banane. Encore que vous savez que les sociétés qui font les bananes chez nous, en réalité, reçoivent une subvention de l'Union européenne, laquelle subvention n'arrive jamais chez nous. Mais c'est pas ça le problème. Vous voulez faire votre banane, nous, les panafricanistes, on n'a aucun problème. Venez faire votre banane. On aime bien les investisseurs étrangers, mais à nos conditions. Ouais. 20% de votre capital parce que vous ne faites pas les bananes dans l'air, vous les faites sur la terre. Donc, il faut que quelqu'un vous donne de la terre. Entre 20 et 35% de capital, c'est tout. Et ça fait un certain nombre de personnes au conseil d'administration, ça fait un certain nombre de hauts cadres, ça fait un certain nombre d'emplois garantis pour ces gens-là. Voilà comment on sort les gens de la misère. Et à la fin de l'année, le dividende, c'est combien? On perçoit. Bien sûr. Voilà comment ça doit se passer, on partage. Vous venez avec votre savoir faire des bananes, c'est très bien. Mais vous voulez, pour que votre savoir faire s'exprime, vous avez besoin de nos terres. On partage, non? Vous prenez une partie, on prend une partie. Donc, si on fait ça, vous sortez les gens de la misère. Je prends un exemple pour illustrer cette histoire de terre. Parce que quand on le dit comme ça, les gens, permettez-moi madame. Allez-y. Quand vous prenez, il y a un barrage qu'on a construit dans un village qui s'appelle Ndjoré. Bon. Dans nos pays, en Afrique, quand vous parcourez toute la CEMAC, vous trouvez toujours des noms bizarres, comme les Nactigales, comme les Cholets, les conneries comme ça. C'est-à-dire que vous trouvez les noms des colons qui sont encore là. 100 ans après, près de 75 ans après les indépendants, les gens sont même pas parfois depuis 100 ans, comme les Allemands. Les gens disent qu'ils ont des pays indépendants depuis 60 ans. Ils ne sont pas capables de changer le nom d'un village, de remettre le nom originel. Il est toujours le nom des Blancs. Barrage Nactigale, 845 milliards. Si vous faites les choses correctement, vous voulez sortir votre peuple de la misère. D'abord, ces gens-là touchent 2% à titre de bonus. Un bonus de signature, c'est normal. Ça fait 17 milliards. Vous croyez que si vous donnez 17 milliards aux gars du village de Ndjoré, mais ils sortent définitivement de la misère. C'est comme ça qu'on fait dans le monde en matière de gros investissements. Ensuite, ils ont 20%. À partir de janvier qui commande là, que le barrage soit achevé ou pas, 420 mégawatts, qu'on les donne ou pas, l'État du Cameroun va payer à cette société française 10 milliards tous les mois. Vous croyez que ce ne serait pas bien que nos frères de Ndjoré aient 2 milliards tous les mois? S'ils ont 2 milliards tous les mois et que la concession est de 30 ans, ça leur fait 720 milliards qu'ils vont toucher en 30 ans. S'ils prennent les 720 milliards et qu'ils font un simple montage financier tout à fait banal, ça veut dire que ces gens peuvent lever 72 000 milliards. Enfin, disons 7 200 milliards. Ils peuvent lever 7 200 milliards. 7 200 milliards, c'est 12 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils font quoi? Tout ce qui sera versé dans le cadre de leur deal avec donc, dans le cadre de ce barrage, c'est bloqué directement dans un compte. Vous récupérez. Et eux, ils ont 7 200 milliards qui réinvestissent. Ils peuvent créer une nouvelle ville avec des industries, avec une grosse université. Parce que vous avez quand même un barrage là. Il faut que leurs enfants soient ingénieurs, managers, juristes, tout ça là. Médecins. Ils créent tout ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Et vous voyez que les gens sont sortis de la misère. Vous n'avez pas eu besoin de taper quelqu'un, vous n'avez pas eu besoin de parler fort, vous n'avez pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est de l'économie de base. De l'économie de base. La question que vous posez, c'est que les gens qui dirigent nos pays, ils font quoi? Leur réflexion, c'est quoi? Mais attention, à leur décharge, ce n'est pas parce que je les aime trop, ce n'est pas parce que je ne dis pas qu'ils ne font rien, parce que je les déteste trop. Mais la décharge que je vais dire, ce n'est pas parce que je les aime trop non plus. C'est que je les appelle à faire leur boulot. Ouais. À leur décharge, je sais qu'ils ont peur de la dissuasion nucléaire française. Parce que pendant longtemps, on a cru que c'était contre les Russes, l'Union soviétique et les Russes, c'est contre l'Afrique. C'est ça le fameux complot. Arboou n'est pas allé au bout de sa pensée, mais c'était ça l'idée. Vous vous amusez, on vous balance un missile avec une charge nucléaire. Bon, les gens ont peur. Vous avez peur de quoi? Et c'est là où la question du téléspectateur devient intéressante.
la géopolitique, le contexte géopolitique a changé. Oui. Ce qui pouvait se faire facilement dans les années 70, 80, 90 ne peut plus se faire aussi facilement aujourd'hui. Vous balancez un missile sur le Cameroun, sur la RCA, sur le Gabon, sur le Congo ou le Tchad aujourd'hui, ou déclarez la guerre à ces pays parce qu'ils ont décidé de ne plus travailler avec vous, vous avez sur le dos la Chine et la Russie aussi, qui ne pouvaient pas le faire il y a quelques décennies. Vous les avez sur le dos. Donc, profitez de la fenêtre d'opportunité, et je ne crois pas que le président américain, le nouveau président américain, ait envie de se retrouver dans ce genre de problème. Il a beau être d'accord avec l'exploitation de l'Afrique par la France, parce que c'est pas le président arrive, il ne change pas ça forcément aussi facilement. Ce sont des dispositions de l'État profond, de la stratégie. Ouais. Il y a un type qui s'appelait Brennan, c'est lui qui a formulé en 1946 toute la politique étrangère des États-Unis. Il disait ceci: vous n'avez pas besoin, pour vivre, ce n'est pas que pour vivre, il vous faut une politique étrangère, mais c'est qu'il vous faut une politique étrangère pour vivre. Donc les Américains ne peuvent pas changer une telle disposition qui a permis de structurer l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. Et le monde tel qu'il est. Et nous, c'est quoi notre politique étrangère? C'est quoi notre politique étrangère? C'est être membre de la francophonie, c'est être membre du Commonwealth. Il faut qu'on choisisse. Soit nous sommes quand même des gens qui veulent être libres et qui peuvent donc apporter beaucoup. Si la France aujourd'hui, nous n'avons plus le franc CFA, nous ne sommes plus dans la France-Afrique. L'Afrique, la CEMAC à elle seule peut représenter pour la France l'équivalent de quelque chose qui va aller chercher dans les 200-300 milliards de transactions possibles. Je ne parle pas de milliards de francs CFA, je parle de milliards de dollars. Le problème, c'est que ça demandera à la France d'être d'abord patiente, de prendre du temps, de rester tranquille et de nous laisser construire notre sous-région. Sauf que si elle laisse faire, elle a peur, elle, de sombrer dans la misère. Mais non, elle ne sombrera pas dans la misère. Et il faut donc qu'elle comprenne que, malheureusement pour elle, elle n'a vraiment pas le choix. Parce que l'Afrique centrale va devenir libre. Et cette liberté n'est pas quelque chose de négociable et n'est pas quelque chose qui arrivera dans. C'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant.